Mesdames, Messieurs, bonjour. Images traditionnelles, première sortie de votre magazine hebdomadaire. Très heureuse de vous plonger au cœur de nos cultures. C'est 13 minutes consacrées aux valeurs traditionnelles. Avec le phénomène de la mondialisation, les peuples africains en général et les peuples camerounais en particulier ont tendance à adopter les pratiques venues de l'Occident au détriment des leurs. Pourtant, ce patrimoine culturel devrait être pérennisé. Pour ce premier numéro, nous parlons de divertissement. Les activités ludiques existent chez tous les peuples et font partie des traditions. Au Cameroun, par exemple, les Fambeti ont le songo, jeu traditionnel le plus célèbre et qui fera d'ailleurs l'objet de notre analyse. Nous recevrons également le professeur Paul Abouna, anthropologue, avec qui nous parlerons de la nature réelle de ce jeu. Mais avant d'y arriver, je vous invite à découvrir le songo dans ce reportage. Regarde, Le songo, jeu d'origine écan des peuples africains issus du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Congo-Brazzaville et du Gabon, était utilisé comme moyen arbitraire pour déterminer les vainqueurs d'une guerre entre des peuples. Hostilités aux sorties desquelles le gagnant avait la possibilité de prendre chez le perdant ce qu'il désirait. Le songo était substitué aux affrontements polémiques, c'est-à-dire à la guerre. Des clans qui voulaient entrer en guerre pouvaient se dire parfois, la guerre, nous risquons de perdre des vies humaines. Alors, comme nous avons un grand différend, nous allons régler ce différend-là, non par affrontement à main armée, mais en jouant au songo. La communauté qui l'emportait était considérée comme ayant emporté une guerre et ont payé très exactement le tribut qu'on versait à ceux qui avaient remporté une guerre. C'est-à-dire, on donnait beaucoup de biens matériels, des biens comestibles. On allait même jusqu'à prendre des femmes et des enfants du camp adverse. Autrefois, il fallait être initié pour prendre part à ce jeu. Il se joue en déplaçant les pions de la droite vers la gauche jusqu'à les passer à l'adversaire. À la fin, le vainqueur doit posséder plus de pions que son rival. J'ai toujours défini le jeu de songo comme un jeu basé sur la ruse et la roublardise. Parce qu'au départ, je crois que le tableau a 70 pions. Et maintenant, chacun des joueurs a 35 pions dans son camp. C'est ça, toute ta stratégie doit consister à prendre à ton adversaire 5 pions. Et ce sont ces 5 pions, la différence de 5 pions qui fait le but. Le but minimum qu'on appelle poteau. Tu peux lui prendre 10, tu peux le dominer parce que 5 pions, ça veut dire que le match a été serré. Tu prends 10, c'était plus facile. Donc c'est ça, toute la ruse. Donc il faut des stratégies, des stratagèmes pour prendre. D'où l'intelligence, il faut comment faire pour le contrer, pour lui prendre 5 pions et gagner la partie. Parce qu'une partie de songo se joue en 2 matchs. De lundi à dimanche, le plus souvent en fin d'après-midi, les passionnés de songo se retrouvent au lieu du jeu pour des parties toujours aussi conviviales. Les joueurs appuient leurs coups de proverbes, chants, évocations épiques qui traduisent l'intérêt accordé à ce moment de détente qu'ils accompagnent de stimulants. Stratégiques, le songo se joue à 2 et est généralement réservé aux hommes. Il est constitué de 2 alignements collés de 14 cases qui se font face. Chacune d'elles renferme au départ 5 pions des graines séchées de l'arbre ezezang, encore appelé njansang. Pour avoir une table de jeu complète, on a recours uniquement à du matériel recyclable, bois, polychlorure de vinyle et graines de njansang. On commence par dresser le bois et on scie, puis on le met à l'équerre, c'est-à-dire on dimensionne, pour avoir une hauteur de 65 cm maxi, c'est-à-dire il faudrait que lorsqu'on est assis,
que la table du Songo puisse arriver au trop niveau des genoux. C'est-à-dire on a une hauteur de 70 cm, de 65 cm. On a la longueur qui est entre 85 et 95 cm, avec des compartiments de 11 à 12 cm. Et il nous faut comme ça 14 compartiments, 7 par rangée. C'est avec la scie sauteuse qu'on forme dans les demi-cercles qui forment chaque compartiment du Songo. Des activités comme celle-ci ont drastiquement diminué au fil des années. Les jeux traditionnels de nos jours ont tendance à disparaître. Des alternatives pour pallier ce phénomène ont été adoptées à divers niveaux. Le ministère des Arts et de la Culture opte pour une pérennisation dès les premières classes. Si nous enseignons à un enfant à jouer au foot dès le bas âge ou à jouer un jeu, ne l'oublie jamais. Ce jeu est transmis. Donc, nous sommes sur les conventions. La rédaction des conventions avec des autres ministères. L'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur. Ici à Yaoundé, les amoureux du jeu se sont organisés en club. Nous avons suivi le club des Ligues Sono d'un Kondongo et d'un Kondengi qui, en plus de se réunir pour jouer, sont également constitués en groupe d'association. Ils sont respectivement en tête du tournoi de Songor qui a été organisé en avril dernier. Nous avons fait une compétition il y a 2 mois et nous entendons faire une compétition d'ici le mois de décembre. Donc rien que pour cette année. Et avec ça, nous avons une classification des équipes. Au niveau de Yaoundé, nous ne sommes pas encore exportés hors de la ville de Yaoundé. Toujours dans le but de pérenniser le jeu, de nombreux auteurs, à travers des écrits, racontent l'histoire, les règles et les vertus de cette discipline. Dans la même lancée, il existe déjà un Songo virtuel où le principal adversaire est l'ordinateur. Le Songo est un jeu traditionnel qui connaît beaucoup de préjugés. Les joueurs sont comparés à des analphabètes, des alcooliques et même des personnes sans avenir. Mais il demeure un divertissement passionnant et éducatif à travers les stratégies mises en place et le sport cérébral qui l'oblige. Le Songo, jeu de stratégie, sport cérébral, 14 compartiments, 70 pions, organisation de plusieurs compétitions et versions en ligne. Ce sont là quelques points qui ressortent de ce reportage que nous venons de suivre. Mesdames, Messieurs, vous regardez Images traditionnelles. Comme annoncé au début du programme, nous recevons sur ce plateau le professeur Paul Abouna, anthropologue. Bonjour professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, je suis très honoré de votre invité ce jour. Nous parlons aujourd'hui des jeux traditionnels, particulièrement le Songo. D'entrée de jeu, professeur, que représentent les jeux traditionnels pour nous, Africains, Camerounais? Oui, les jeux traditionnels représentent beaucoup de choses. Déjà, ils sont expressifs de ludicité. Comme vous l'avez dit, c'est le jeu. Mais ils sont également un mécanisme de socialisation pour les enfants. Et pour les initiés, les jeux sont les lieux de sédimentation de la création du monde et du sacré. Est-ce donc une marque identitaire? Oui, c'est une marque identitaire. Les jeux sont comme les tombeaux de la culture, c'est-à-dire les lieux où la culture est représentée de façon essentialiste. Le Songo, est-ce que ce n'est qu'un divertissement? Est-ce qu'il n'y a pas un volet mystique enfui dans ce jeu? Le Songo ne peut pas seulement être un jeu. Vous verrez déjà qu'au niveau de la dénomination, le Songo c'est un anthroponyme, c'est-à-dire c'est au niveau de la morphologie, c'est un nom des êtres humains. Mais chez les bêtis, lorsqu'on donne le nom à un être humain, on ajoute la dernière voyelle qui depuis précède la dernière consonne. Je vais prendre des exemples pour que vous compreniez. Mendim, c'est l'eau. C'est l'eau. Mais pour donner ce nom à un homme, on ajoute I à la fin. Parce qu'il
et Mendim, I précède le M, et ce I là, on ajoute à la fin pour devenir Mendimi. Son, c'est la tombe. Son, c'est la tombe. Et pour que ce soit le nom d'un être humain, on ajoute O à la fin pour devenir Songo. Donc le Songo est donc un anthroponyme. Le radical est la tombe. Et vous savez, les cases du Songo, on les appelle Nda, c'est-à-dire la maison. Vous voyez un peu. Et lorsque vous jouez le Songo, vous sortez les pions de ces cases-là. Quand on dit Nda, c'est l'Emenda, c'est-à-dire c'est toute la société. Le Songo par-dessus tout porte la marque symbolique numérale du sacré, c'est-à-dire 7. Professeur, nous évoluons dans une société où le virtuel prend de plus en plus le dessus. C'est d'ailleurs le cas avec le Songo virtuel que notre compatriote Serge Mbarga-Ona a rendu disponible. Quel est donc l'impact de la technologie sur ce jeu? Oui, l'impact sera un impact de désacralisation du jeu. C'est-à-dire pour le confiner uniquement sur l'aspect ludique. C'est-à-dire que lorsque vous le jouez en ligne, bon, ce n'est que le jeu. Donc vous ne pouvez pas objectiver, vous ne pouvez pas actualiser les autres dimensions du sacré. Mais dans ce cas, l'esprit du jeu alors change, il n'est plus le même. Il reste uniquement un jeu lorsqu'il est virtuel. Lorsqu'il est en ligne, il reste uniquement un jeu. Mais on ne peut pas activer sa dimension sacrée, sa dimension cosmogonique virtuellement. Il faut des éléments concrets. C'est sur ce mot que nous clôturons notre entretien avec le professeur Paul Abouna. Nous rappelons qu'il est anthropologue. Merci de nous avoir suivis. Bien plus qu'un simple jeu, le Songo révèle un caractère mystique. Autrefois, c'était une façon religieuse et mystique de vivre. Avec le développement de la technologie, il est désormais accessible en ligne. C'est bien un apport pour la préservation de nos traditions malgré la dénaturation du jeu. C'est ici que nous refermons ce premier numéro d'Images traditionnelles. Merci d'avoir été des nôtres. Donnons-nous rendez-vous à la prochaine édition pour parler du rite du tau chez les Bétis.